Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande ville américaine, New York, la fin d'après-midi tombait lentement, peignant le ciel d'un gris blafard sous un vent mordant qui glissait entre les gratte-ciels. C'était un de ces jours d'hiver où le froid vous saisit jusqu'aux os, où chaque souffle de vent transporte la promesse d'une tempête imminente. La foule pressée traversait Times Square, emmitouflée dans d'épaisses vestes, des écharpes serrées autour du cou, certains le visage caché derrière des bonnets et des gants. Les néons clignotants et les écrans géants diffusaient une cacophonie de lumière et de sons, tandis que les taxis klaxonnaient et que les pas résonnaient sur les pavés humides. Malgré cette agitation, Andrew Mitchell avançait avec une assurance tranquille, presque détaché de ce tumulte urbain. Andrew Mitchell, un homme d'affaires millionnaire à la carrure imposante, venait tout juste de terminer un déjeuner d'affaires dans un restaurant chic de la 5e avenue, l'un de ces endroits où l'élégance et la réussite se mêlent à chaque détail. Son costume sur mesure, parfaitement ajusté, dessinait ses épaules larges et sa silhouette puissante. Sa montre en or massif scintillait sous la lumière crue du soleil hivernal, et son téléphone dernier cri vibrait doucement dans sa poche, signe constant d'un monde d'opportunités et d'exigences. Il tenait dans sa main droite un sac en papier Kraft, contenant les restes de son repas, un steak aux légumes qu'il n'avait pas eu le temps de finir, un vestige oublié de sa journée bien remplie. Ses yeux, habitués à scruter des graphiques et des contrats, se levèrent vers le trottoir bondé, où des centaines de vies s'entremêlaient dans une chorégraphie frénétique. Alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue, une voix timide et presque hésitante s'éleva à ses pieds, coupant net la mélodie urbaine. « Puis-je avoir vos restes, monsieur ?» Andrew baissa les yeux, surpris par cette interruption. Là, devant lui, se tenait une jeune femme. Ses traits étaient fatigués, comme sculptés par les épreuves répétées. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une clarté étonnante, d'une douceur presque douloureuse. Ses cheveux, emmêlés et ternes, encadraient un visage marqué par les années d'errance, les nuits passées à chercher un refuge dans les ombres de la ville. Elle portait un manteau trop grand, usé par le temps, et ses chaussures semblaient avoir vu des kilomètres de rue. Son nom était Lisa Johnson, une femme sans abri qui vivait dans les rues de Manhattan depuis plus d'1 an. Elle avait tout perdu, son emploi, son logement, et l'espoir parfois, à cause d'une maladie qui l'avait frappée brutalement, la laissant sans ressources et sans famille pour la soutenir. Andrew hésita. Il resta figé, les doigts crispés autour de la anse du sac en papier. En général, il évitait ces rencontres. Il les contournait, les ignorait, comme beaucoup dans son monde de verre, de béton et de chiffres. Non par cruauté, mais par réflexe, par protection. Son quotidien était rythmé par des décisions rapides, des contrats importants, des réunions qui ne laissaient pas de place à l'imprévu ou à l'humanité brute de la rue. Mais cette fois, quelque chose l'arrêta. Le regard de la jeune femme. Il y avait dans ses yeux quelque chose de désarmant. Une clarté étrange, une lumière vacillante mêlée de douleur, de fatigue, mais surtout de dignité. Ce n'était pas un appel au secours bruyant, ni un chantage émotionnel, c'était une question simple, presque chuchotée, mais chargée de tout ce qu'un être humain peut transmettre sans parler, la faim, l'humiliation, l'épuisement, mais aussi un reste d'espoir. Cette sincérité pure, nue, presque désespérée, le frappa en plein cœur. Comme un miroir soudain levé devant lui. Lui, l'homme qui avait tout. Elle, la femme à qui on avait tout pris. Il sentit quelque chose fondre en lui. Une barrière. Une routine. Une indifférence polie qu'il portait depuis trop longtemps. Doucement, comme s'il avait peur de briser quelque chose, il plia les genoux. Il s'agenouilla devant elle, à hauteur d'homme, à hauteur d'âme. Le bitume était froid sous son pantalon de laine, mais il ne s'en soucia pas. Il posa lentement le sac à ses pieds, dans un geste simple mais solennel, puis leva les yeux vers elle. Sa voix, habituellement ferme et assurée, s'adoucit. « Tu peux tout prendre. » Lisa resta un instant immobile, comme si elle n'y croyait pas. Elle regarda le sac, puis Andrew, puis de nouveau le sac. Un souffle de surprise passa sur son visage, suivi d'un sourire timide, fragile, presque enfantin. Un sourire qui n'avait pas été vu depuis longtemps. Elle tendit la main avec précaution, presque avec honte,
comme si ce simple geste la condamnait à un rôle qu'elle n'avait jamais voulu jouer. Elle attrapa le sac et commença à l'ouvrir, ses doigts tremblants sous l'effet du froid, ou de l'émotion. Mais à cet instant, Andrew fit un geste inattendu. Il posa doucement sa main sur la sienne. Lisa releva immédiatement les yeux, surprise. Elle lut dans son regard ni pitié, ni condescendance, mais une forme de respect. D'invitation. « Attends, dit-il. » Sa voix était plus grave, plus calme, comme un murmure de vérité. « Viens manger avec moi, au chaud. » Elle fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas. Elle recula presque, par réflexe. On lui avait déjà parlé avec gentillesse, pour mieux la repousser ensuite. Elle s'attendait à un piège, un refus déguisé, un rire moqueur, un regard méprisant. Mais rien de tout cela ne vint. Andrew se redressa lentement, puis lui tendit la main, comme on tend la main à un invité. « Il y a un petit café juste en face. Pas trop chic. Juste un endroit tranquille. Et puis, j'ai horreur de manger seul. » Il accompagna ces mots d'un sourire sincère. Pas celui qu'il réservait aux négociations ou aux photos de presse. Un sourire humain, presque vulnérable. Lisa resta interdite un instant, son regard oscillant entre la peur et la gratitude. Puis, dans un souffle à peine audible, elle répondit. « D'accord. » Elle se leva. Un passant les regarda brièvement, intrigué par la scène inhabituelle, un homme en costume, un sans-abri, et un échange trop profond pour cette ville pressée. Mais eux n'y prêtèrent pas attention. Ils traversèrent la rue ensemble, côte à côte, vers ce petit café aux vitres embuées. Et sans le savoir, à cet instant précis, quelque chose de bien plus grand que le froid ou que la faim était en train de fondre. Dans ce petit restaurant élégant à l'ambiance feutrée, le contraste était saisissant. Les murs étaient couverts de boiseries chaudes, les nappes blanches impeccables, les serveurs discrets mais attentifs. Autour d'eux, des hommes d'affaires consultaient nerveusement leur téléphone, des couples discutaient à voix basse, des étudiants en tenue chic riaient autour d'un brunch tardif. Personne ne semblait prêter attention à la table près de la fenêtre, où un homme en costume partageait un repas avec une femme au manteau élimé. Lisa était tendue au début, presque gênée d'occuper une chaise dans ce lieu où elle ne pensait plus jamais être accueillie. Elle touchait à peine sa fourchette, le regard fuyant, s'excusant à mi-voix de ses mains sales, de son odeur, de ses cheveux en bataille. Mais Andrew lui adressa un sourire rassurant. « Vous êtes ici avec moi, Lisa. C'est tout ce qui compte. » Les premiers morceaux de pain avalés lui semblèrent presque irréels. Puis vinrent la soupe chaude, les légumes tendres, le filet de poulet parfaitement rôti. À chaque bouchée, quelque chose en elle semblait se réparer. Non seulement son corps, affamé depuis des jours, mais aussi son âme, trop longtemps ignorée, maltraitée, rejetée. Ce fut Andrew qui brisa le silence, calmement. « Que vous est-il arrivé ?» Lisa releva lentement la tête. Il y avait dans sa voix une douceur sincère, un intérêt vrai, sans jugement. Elle hésita, puis parla. « J'étais bibliothécaire dans une petite université de l'Ohio. Je rêvais d'enseigner la littérature. Faulkner, Baldwin, Maya Angelou. » Elle sourit avec mélancolie. J'aimais les mots. J'aimais guider les étudiants. Puis ma mère est tombée malade. J'ai tout quitté pour m'occuper d'elle. Et quand elle est partie, je n'avais plus rien. Mon emploi avait été donné à quelqu'un d'autre. Mes économies sont parties dans ses soins. Et ensuite, j'ai eu un diagnostic, un lupus sévère. Traitement trop cher. Logement perdu. Travail impossible. Elle marqua une pause. Andrew ne dit rien. Il l'écoutait vraiment. Je suis arrivé à New York en pensant pouvoir recommencer. Mais ici, si vous tombez, peut tendre la main. Alors j'ai erré. Je dors sous les porches, je mange ce que je trouve. Mais je n'ai jamais cessé de lire. Elle sortit timidement de sa poche un petit carnet noir, abîmé par l'humidité. À l'intérieur, des citations manuscrites, des poèmes, des pensées. Andrew tourna les pages avec délicatesse. « C'est magnifique » murmura-t-il. Puis ce fut à son tour de se dévoiler. Il lui parla de ses débuts dans la finance, de ses succès fulgurants, de ses acquisitions, de ses voyages,
de son pentouse à Central Park. Mais aussi de ses nuits sans sommeil, des sourires forcés, des amitiés intéressées, de son mariage brisé par sa propre absence émotionnelle. Je suis entouré. Et pourtant, je suis seul, dit-il. Vous êtes peut-être le premier regard sincère que je croise depuis des années. Un silence respectueux s'installa entre eux, mais ce n'était plus un silence gênant. C'était celui qui suit une confession, une reconnaissance mutuelle. Ce soir-là, Andrew ne rentra pas immédiatement chez lui. Il accompagnait Lisa jusqu'à l'entrée d'un foyer temporaire, en lui glissant une carte de visite. « Venez me voir demain. Je veux vous présenter quelqu'un. » Et il tint parole. Dans les semaines suivantes, il l'introduisit à son réseau. Des gens influents, oui, mais aussi humains. Il lui trouva une chambre dans une résidence solidaire, puis un poste dans une organisation caritative qu'il finançait, un centre d'accueil pour femmes sans abri. Là-bas, Lisa, avec sa douceur naturelle et son intelligence vive, devint rapidement une référence. Elle organisait des ateliers de lecture, écrivait des lettres pour celles qui ne savaient pas, écoutait sans juger. Peu à peu, elle reprit confiance. Son regard changea. Elle redressa les épaules. Elle retrouva sa voix. Et un matin, elle déclara à Andrew. « Ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus. Pour celles qui n'ont même pas eu votre sac en papier. » C'est ainsi qu'ils fondèrent ensemble The Second Glance Foundation, la fondation du deuxième regard. Un nom choisi par Lisa, pour rappeler que chacun mérite d'être vu autrement que par ses vêtements ou sa situation. La fondation offrait bien plus qu'un repas, des formations, un accompagnement psychologique, un accès aux soins, à l'art, à la parole. Des lieux sûrs. Des lieux de renaissance. Lisa en devint la directrice exécutive, et Andrew, le soutien financier et structurel. Mais dans les discours, c'est elle qu'on écoutait. Elle qui portait la voix de ceux qu'on avait trop souvent réduits au silence. Les mois passèrent, et ce qui n'avait été qu'un geste impulsif par un soir d'hiver glacial devint un mouvement. Une vague lente mais puissante. Grâce à la fondation qu'ils avaient créée, des centaines de personnes retrouvèrent peu à peu leur nom, leur voix, leur dignité. Des jeunes tombés dans la rue après la sortie des foyers. Des mères seules, invisibles, dormant dans des voitures. Des vétérans marqués par des souvenirs de guerre que personne ne voulait plus entendre. Des artistes oubliés. Des diplômés brisés. Chacun portait en lui une histoire, une fracture, et une étincelle que Lisa savait rallumer. Elle ne se contentait pas de distribuer des repas. Elle écoutait. Elle appelait les gens par leur prénom. Elle lisait leurs poèmes, relisait leurs lettres non envoyées. Elle tendait des miroirs propres à ceux qui ne se reconnaissaient plus dans leurs reflets sales. Elle devint la porte-voix des sans-voix, la représentante de ceux qu'on ignorait. Sa parole, calme mais ferme, résonnait dans les mairies, dans les universités, dans les assemblées. Les médias finirent par la surnommer la lumière des trottoirs. Mais Lisa, elle, disait simplement. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement reçu une chance, et j'ai décidé de ne plus jamais la gaspiller. À ses côtés, Andrew Mitchell changeait aussi. Il continuait à diriger son empire financier, mais son regard sur le monde s'était déplacé. Lui qui, autrefois, calculait la rentabilité de chaque minute, avait découvert une forme de richesse qu'aucun chiffre ne pouvait mesurer, celle de changer une vie. Il écoutait plus. Il observait les rues qu'il traversait en voiture. Il saluait ceux qu'il n'aurait même pas regardés un an plus tôt. Il s'ouvrait. Il ressentait. Il n'était plus un homme d'affaires qui donnait. Il était devenu un homme qui partageait. Un jour, dans une grande salle vitrée où se tenait une conférence de presse sur les avancées de leur fondation, les journalistes étaient nombreux, les flashs crépitaient. Andrew prit la parole. Il portait toujours ses costumes impeccables, mais son ton, lui, avait changé. Il regarda Lisa à ses côtés, émue, droite comme un flambeau vivant, et déclara. « Ce que nous avons accompli ici, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon argent. C'est un miracle que j'ai découvert ce jour-là, dans le regard d'une femme qui me demandait simplement, mais reste. » Un murmure parcourut la salle. Il continua. « Ce que j'ai donné ce jour-là, ce n'était qu'un sac en papier. Mais ce que j'ai reçu, c'est une leçon de vie. De courage. De dignité.
Lisa m'a appris qu'on peut tout perdre, sauf l'essentiel, la capacité d'aimer, de croire, de se relever. Il posa sa main sur l'épaule de Lisa. Elle avait les larmes aux yeux, mais se contenta de sourire. On m'a souvent demandé, qu'est-ce qui vous a fait changer? Je réponds toujours la même chose. Ce n'était pas un grand discours. Ce n'était pas un drame. C'était un regard. Un regard qui m'a vu, vraiment vu, pour la première fois. Leurs actions ne se limitèrent pas à la ville. Le modèle de leur fondation fut reproduit dans d'autres États. Des entreprises partenaires vinrent offrir des stages. Des écrivains donnèrent des ateliers. Des thérapeutes se portèrent volontaires. Et partout, des hommes et des femmes retrouvèrent le goût de marcher la tête haute. Mais ce que Lisa et Andrew avaient surtout prouvé, c'est que la transformation commence souvent par un geste minuscule. Un sac tendu. Une main posée. Une chaise offerte. Un regard sincère. Ils avaient démontré, ensemble, que l'humanité ne se cache pas dans les grandes institutions, mais dans les coins oubliés du monde. Dans les silences. Les secondes d'hésitation. Les petits gestes qui changent tout. Et chaque jour, à travers leur fondation, ils semaient des miracles invisibles.